Bonjour et bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast pour changer de regard sur le leadership et développer l'attitude capitaine. À 24 ans, Jade Maréchal défile sans se défiler sur les podiums. Mais point de talon aiguille ou de mode dans son curriculum, Jade y croise le fer pour repousser son maximum. En effet, depuis qu'elle est adolescente, le fleuret est son opium. Championne d'Europe en équipe, en 2023, elle a tutoyé les sommets. L'année suivante, les JO de Paris lui passent sous le nez. Les regarder à la télé fut une désillusion qu'elle a eu du mal à digérer. Blessée au genou depuis quelques mois, Jade transforme ce pépin en pépite et ne baisse pas les bras. Solaire et plus affûtée que jamais, elle déborde d'énergie et a de nombreux projets. Déjà consciente que sa carrière sportive ne durera pas éternellement, elle intervient dans les entreprises où elle partage régulièrement son expérience du haut niveau et ses principaux enseignements. Nous allons avoir le plaisir de disséquer avec elle les secrets de son leadership personnel, comprendre comment elle aborde la notion de performance et comment elle réussit à faire de sa vie une chance. Bonjour Jade. Bonjour. Ravi de t'accueillir au micro de Capitaine au Capitaine. On a eu le plaisir d'échanger plusieurs fois. Déjà, tu t'es intéressé spontanément, tu étais intrigué par le projet des capitaines, ce qui nous a donné l'occasion de faire connaissance et d'échanger un peu. Et puis, on est intervenus ensemble sur un même événement au festival de Mots de Grenier en octobre dernier. Alors, depuis que je te connais, je suis impressionné. Alors, n'y vois rien de condescendant, hein, parce que voilà, ça fait un peu vieux schnock, mais qu'à seulement 24 ans, tu as cette maturité. Je t'ai écouté pour préparer l'épisode dans plein d'interventions que tu faisais. Je t'ai vu sur scène. Et c'est vrai qu'à l'heure de la sinistrose ambiante où tout le monde est un peu le moral dans les chaussettes, ça fait du bien d'avoir ce côté solaire, ce côté lumière, cette énergie positive. Et je trouve que tu arrives bien à conjuguer simplicité, authenticité, optimisme et vulnérabilité. Donc c'est très touchant et très agréable d'être à ton contact. Et je n'avais pas encore invité de sportif de haut niveau. Et là, je me suis dit, voilà, Jade, elle incarne tout ça. C'est l'occasion. C'est l'occasion, donc merci pour tout ça. Je vais te donner la parole très vite, hein, c'est quand même toi l'invité. Je voulais juste que peut-être tu nous parles un peu de ton parcours, bien sûr, savoir comment on devient champion d'Europe de sa discipline. Bien sûr que tu nous parles aussi de tes joies et de tes galères, parce que même si ta carrière est encore jeune, tu as déjà vécu les deux. Et puis, j'aimerais peut-être l'ambition, j'aime bien planter une intention en début d'épisode, c'est que peut-être on dépasse les clichés quand on je trouve, j'en ai écouté plusieurs, tu vois, on écoute les sportifs de haut niveau, et puis des fois on entend un petit peu tout le temps la même chose sur la discipline, la résilience. Donc c'est vrai, mais l'intention, ce serait qu'on arrive à faire un parallèle avec la vie de monsieur et madame tout le monde, voilà, de partager ces apprentissages-là. Ça te va ? Et bah, tu sais, c'est concrètement ce que je fais dans mon quotidien, de faire ce parallèle-là. C'est ce qui, moi, m'anime, de pouvoir inspirer des collaborateurs. C'est vraiment mon ADN. Hein. Je dis toujours qu'un collaborateur est un sportif de haut niveau. Et donc, je m'attelle dans mon quotidien, que ce soit sur mes réseaux ou dans mes différentes interventions, à justement pouvoir donner des clés qui sont très activables dans le monde des communs des mortels non sportifs de haut niveau. Et ça se fait très, très bien. Super. On est en ligne, c'est pour ça que tu es là. Alors, c'est parti. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, voilà, quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas. Quel est ton parcours ? Je crois que c'est ta sœur. C'est à cause de ta sœur ou grâce à ta sœur que tu as rencontré l'escrime et le fleuret, c'est ça ? Tu t'es bien renseigné, effectivement. Alors, donc je suis fleurettiste, puisqu'à l'escrime, il y a 3 armes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment des disciplines très différentes. On est fleurettiste et non pas épéiste. Hein, c'est vraiment une seule arme. J'ai commencé à Bordeaux, au Bec Escrime, effectivement en suivant les pas de ma sœur. Je suis la cadette d'une famille de 5 filles et je voulais reprendre à mon tour son sport. Mais j'ai dû attendre qu'elle arrête de pratiquer l'escrime pour ses études, parce qu'en fait, elle voulait pas qu'on ait cet esprit de compétition dans la famille. Voilà, comme j'étais déjà la cadette, j'avais déjà bien cet esprit de dépassement de moi pour aller atteindre et rejoindre mes grandes sœurs. Elle voulait pas rajouter en plus la contrainte de la compétition. Donc j'ai attendu mes 9 ans, bien que j'ai fait mes premiers pas sur une piste pour aller l'encourager. Eh bien, je n'étais que spectatrice de ce beau sport. Malgré tout, j'ai quand même appris, tu vois, les bases de l'escrime, les déplacements, les règles. Je comprenais un peu
un peu les stratégies. Ce qui fait que quand j'ai enfilé la tenue pour la première fois, j'ai tout de suite commencé à faire des compétitions en fait la première année, ce qui normalement ne se fait pas parce que il faut quand même 1 à 2 ans de perfectionnement. J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai performé au niveau départemental, puis régional, jusqu'à rejoindre l'équipe de France. En 2016, j'ai gagné mes premiers championnats de France, ce qui m'a propulsée sur la scène internationale pour intégrer en 2018 l'équipe de France junior et être appelée à l'INSEP. Donc l'INSEP, c'est l'Institut national du sport et de la performance. C'est en fait l'antichambre des Jeux olympiques. Et c'est là où ma carrière de haut niveau a commencé en 2019. J'ai intégré cette sphère qui est à Vincennes, à Paris. Donc j'ai déménagé, j'ai quitté ma famille pour aller m'entraîner quotidiennement, 6 heures par jour pour être parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, j'y suis toujours avec des ambitions encore plus grandes et je l'espère, une belle carrière qui va me suivre. Ok. Alors, je voulais pas t'interrompre, mais je voulais revenir sur le choix de ta sœur aussi. C'est quand même assez surprenant parce que vous n'avez pas le même âge, donc vous n'étiez pas directement en compétition. Et puis, le choix aussi, toi, d'écouter ta grande sœur, d'attendre. Donc, tu avais cette motivation déjà et tu as respecté le choix de ta sœur. Comment ça s'est fait ? Est-ce que c'est dans la culture de votre famille ? Comment tu... Ça m'a bien montré, tu vois, que la frustration crée le manque et que finalement, ça permet d'acérer tes crocs. Et que quand je suis arrivée sur la première fois sur la piste, j'avais peut-être plus envie que d'autres petites filles qui commençaient en même temps que moi. Et d'ailleurs, je l'ai appliqué après plusieurs fois et je l'ai repéré, tu vois, ce système de le manque, la frustration crée l'envie, le désir. Pour ma blessure, je suis en plein dedans, on en parlera plus tard. Pour mes relations aussi amoureuses, ça a été le cas, tu vois, une relation à distance. Je remarque toujours ça. Le manque, pour moi, c'est un vrai moteur. Ce choix-là, effectivement, ça ne me plaisait pas au début. Ça m'a permis de m'essayer dans d'autres sports et peut-être de renforcer cette volonté de l'escrime. Tu vois, j'ai essayé le tennis, ça me plaisait pas du tout. Je me sentais pas du tout compétente. Donc, ça m'a permis de me dire, non, c'est vraiment l'escrime que tu souhaites et peut-être être plus déterminée finalement dans cette discipline-là. Qu'est-ce que ça a de spécial pour toi ? Pourquoi c'est si motivant l'escrime ? L'escrime, déjà, c'est un sport très français. Moi, c'est quelque chose qui m'anime. Aujourd'hui, les partenariats que je fais avec des marques, j'adore qu'elles soient à 100% françaises. Donc, c'est un sport qui, historiquement, est ancré dans le patrimoine français. C'est un sport qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Avant d'être un sport, ça a été une solution de combat. C'était l'arme qu'on pratiquait dans les guerres. On gagnait des territoires, on gagnait des mariages avec l'escrime. Enfin, c'est vraiment ancré dans l'histoire. Même toutes les armes, tu vois, le fait qu'il y ait différentes disciplines, ça s'explique par l'histoire. Donc tout ça, ça m'intéressait. Ensuite, côté sportif, c'est un sport qui est super complet. On travaille de la tête aux pieds. Et dernière chose, c'est un sport qui inculque beaucoup de valeurs. Ça reste un sport de combat. Donc, on doit respecter son arbitre et son adversaire, auquel cas on a des cartons et on est disqualifié. Donc, tu vois, quand tu as 8-9 ans que tu commences l'escrime, c'est intéressant de te mettre tu vois, dans un sport avec beaucoup de règles comme ça, parce que ça t'apprend la vie, en fait. Ok. Toi, tu dis que tu as peu de talent, je t'ai entendu dire ça. Tu as peu de talent, mais que tu as une force de travail. Où est-ce que tu puises cette motivation ? Je trouve, pour revenir sur cette phrase, effectivement, que je répète, que j'ai peu de talent, mais beaucoup d'ambition et beaucoup de capacité de travail. Les talents, pardon de t'interrompre, les talents pour l'escrime, c'est quoi l'explosivité, la souplesse, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut, les prédispositions pour l'escrime que tu estimes ne pas avoir ? Alors, d'une manière générale, quand je parle de talent, tu vois, je repère vraiment des athlètes qui respirent leur sport. Tu vois, je connais des escrimeuses, dont une très très bonne amie qui, elle, en fait, elle est née avec un fleuret. Elle sent la distance. Donc, tu vois, c'est cette histoire de sensation de bonne distance. Moi, ça se travaille. Chez elle, c'est automatique. Sinon, on va parler effectivement de prédispositions physiques telles que l'explosivité, telles que la réactivité. Ça, c'est très important dans notre sport. Avoir des réflexes, de très bons réflexes. Même si ça se travaille, à un moment donné, tu as un patrimoine génétique qui fait que tu es plus ou moins explosif. Mais je maintiens que tu peux le travailler et c'est ce que j'en suis peut-être la preuve la plus réelle et je continue à bosser là-dessus d'ailleurs. Je sais que moi, je vais devoir peut-être travailler plus que les autres. C'est ce que j'aime bien aussi aller titiller parce que c'est vrai que c'est admirable chez les sportifs de haut niveau, cette abnégation, ce sens du sacrifice pour sa discipline, tu vois, se donner tous les moyens, etc. Et
Et il y a l'envers de la médaille aussi. C'est aussi, t'es jeune, t'es au début de ta vie, tu pourrais avoir envie, tu vois, d'explorer plein d'autres dimensions. Je parle pas forcément de sortir et de faire la fiesta, mais voilà, c'est un vrai choix. C'est quoi le coût de ça, voilà, est-ce que ça en vaut la chandelle, tu vois, des fois, même au moment des JO, je me dis, waouh, mais c'est 4 ans de sacrifice, 4 ans de... Comment tu le vois, toi, du bout de ta lorgnette? Est-ce que... Tu sais, moi, je vois vraiment mon objectif, que ce soit olympique. Parlons d'objectif olympique. Pour moi, clairement, c'est ce qui m'anime. J'ai fait l'effort, après ma non-sélection des Jeux de Paris, vraiment d'observer toutes les fleurs que j'ai récoltées sur mon chemin pour aller jusqu'aux Jeux. Et en fait, tu vois que la balance, elle pèse en ta faveur. Tu te rends pas compte de... Ok, tous les matins, tu t'entraînes 2 fois par jour, mais il y a des gens qui bossent et qui se lèvent à 5 heures du matin, et même moins. J'ai cette chance de m'entraîner quotidiennement. Oui, je me dépasse. Oui, je pleure très régulièrement. Ça m'arrive de m'entraîner tellement que tu vois, j'ai des hauts le cœur, j'ai le goût du sang dans la bouche quasi quotidiennement. Oui, c'est dur. Par contre, je récolte énormément. Je voyage partout dans le monde. J'ai ce plaisir d'être fière de moi. C'est pas donné à tout le monde, mais quand tu montes sur un podium, ouais, t'as cette sensation de fierté. J'ai cette occasion de rencontrer aussi beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises, et de cette manière de m'ouvrir peut-être et de grandir plus facilement et plus rapidement que d'autres jeunes de mon âge. Donc forcément, le jeu en vaut largement, très largement la chandelle. Si aussi tu fais l'effort, pour moi, de t'ouvrir à d'autres activités. Tu en parlais, mais moi je suis pas qu'escrimeuse. Et ça, je l'ai compris très rapidement. Et je remarque que les athlètes d'aujourd'hui, ce sont tous des passionnés d'autre chose. Ça fait partie pour moi des compétences que tu dois avoir en tant qu'athlète. Si tu fais que de l'escrime, si tu fais que de la natation, tu vas t'y perdre. Et là, toutes ces thématiques de burn-out, tout ça, oui, ça va arriver parce que si un jour tu perds, tu échoues dans ton sport, là, c'est très, très dur parce que tu n'as rien à côté. Là, tu vois, je me suis blessée. Oui, c'est dur, mais en fait, très rapidement, j'ai d'autres casquettes. Je suis conférencière, j'ai créé une formation, je sais bricoler de mes mains. Tu vois, j'ai quelque chose d'autre que de l'escrime. Et c'est ce qui me permet que quand c'est dur, je peux fermer les yeux et me dire, attends, t'es pas que ça, t'as d'autres compétences et ça fait du bien. Puis je pense que là, en t'écoutant, je me dis aussi, l'autre élément de réponse, c'est quelque chose que j'adore préciser aussi dans mes formations, c'est la notion de motivation intrinsèque et extrinsèque. Ouais. C'est-à-dire que extrinsèque, c'est tout, c'est la carotte et le bâton, c'est pourquoi pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir, mon objectif, le podium, la reconnaissance, l'argent, pourquoi pas, etc. Et les motivations intrinsèques, c'est le plaisir même lié à l'activité, c'est-à-dire indépendamment de la notion de récompense. Voilà. Voilà. Et je t'ai entendu dire ça aussi, que parfois on avait tendance à se déconnecter du plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que tu prends du plaisir chaque fois que tu es sur le podium. Ça reste un métier. C'est mon métier d'aller m'entraîner tous les jours et de faire de la médaille, pour parler un peu familièrement. Ça reste mon activité principale, qui n'est pas forcément rémunérée, c'est un autre sujet. Mais en fait, on m'entraîne pour ça. Ce qui fait que parfois, et tu as totalement raison de le dire, tu perds complètement la notion de plaisir. C'est ce qui fait que des athlètes partent en dépression, notamment post-Olympiade ou post-compétition. Tu as vraiment parfois où tu perds la notion de jeu. Les Jeux Olympiques, ça reste des jeux. Tu vas sur la piste pour jouer avec ton adversaire et il n'y a pas de victoire sans jeu, en fait. C'est très important. La stratégie, elle vient dans le jeu. Ce côté un peu vicieux de tendre des pièges, faire des contre-attaques, des attaques, c'est l'essence même du sport, c'est le jeu. Et quand tu le perds, ça fait très, très mal. Tu perds énormément de temps dans ta carrière. Ça m'est arrivé. Voilà, j'ai fait une saison complètement catastrophique mentalement, même si sur les résultats, c'était évidemment pas à la hauteur de ce que je souhaitais. Mais cette saison-là, c'était surtout dans la tête, en fait. Tu perds le sens de pourquoi tu vas t'entraîner. T'oublies la raison pour laquelle un jour, tu as poussé la porte de ton club, comme je l'ai fait à 9 ans, pour dire je veux faire de l'escrime. Donc très souvent, revenir à tes motivations intrinsèques, revenir à, moi je l'appelle ça le petit feu intérieur que tu as développé et que tu as allumé quand tu étais enfant, ça c'est très important. Et les collaborateurs aussi peuvent le faire dans le monde de l'entreprise, quand ils se sentent dans une routine où le matin ils n'ont plus envie d'aller au boulot. Prenez le temps de savoir pourquoi tu as fait des études pour faire ce métier ou pourquoi un jour tu as toqué à la porte de cette entreprise pour l'intégrer. Ne pas oublier pourquoi on est là, on peut l'appeler son why
ou j'en sais rien. Il y a plein de mots là-dessus. Mais en fait, c'est ça le vrai moteur et c'est ça cette vraie motivation. Alors pour le coup, il y a le jeu et les enjeux. Il y a de la pression aussi. Ça peut être de la fédération, de l'entourage. Voilà, ça peut être aussi dans certains sports des enjeux financiers, puisque je sais que tu aimes bien faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Comment tu gères cette notion, enfin une double notion d'exigence et de performance? Il y a ton exigence personnelle, il y a l'exigence de l'entourage. Est-ce que tu te dis, bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai raté la médaille, mais bon, c'est pas ça le plus important? Ou comment tu gères tout ça? Alors, je réagis pas comme ça. Oui, je me doute. Mais je pense que je pourrais tendre vers ça. Ça reste l'inconvénient d'être une jeune athlète. Mais tu as raison de le dire, quand tu es dans un sport qui dépend des autres, c'est-à-dire que l'argent que je reçois dépend des partenaires qui m'accompagnent, donc automatiquement et à la fois indirectement dépend de mes résultats. Donc quand tu fais une saison décevante, derrière, pour aller chercher des partenaires ou pour savoir te regarder devant un miroir ou aller les voir dans leur entreprise, faut être sacrément serein et bien dans tes baskets pour savoir leur dire « oui, voilà, j'ai échoué. C'était une compétition sans, il y en aura d'autres. » Ça, c'est une certaine preuve de maturité, c'est pas facile. Surtout quand tu t'arrives à te développer, à communiquer assez pour recevoir parfois des milliers d'euros de partenariats. Moi, ça m'est arrivé sur une piste de me dire attends, faut que je mette la dernière touche là parce que cette entreprise-là, elle m'attend au tournant. En fait, déjà, c'est très malsain. Et puis, c'est la pire chose que tu peux donner à ta tête et à ton corps pour performer, en fait. Parce que ta motivation intrinsèque, elle n'est pas là. Tu ne fais pas les choses pour toi. Et puis, si jamais tu échoues cette touche, mon match, il est en 15 touches. Quand je suis à 14, ça m'est arrivé de me dire ça. Et en fait, quand tu échoues cette 15e touche, mais tu as l'impression de prendre un marteau et de te taper dessus, de t'enfoncer dans le sol. Et surtout, pour remonter de cette fosse au lion, ça met des semaines, en fait. Et c'est là où tu t'enfonces, parce que les compètes, elles s'enchaînent. Tu fais pas juste une compète et la prochaine dans un an. Et c'est quand tu entres dans ce cercle vicieux de « je veux faire de la perf pour avoir de l'argent, pour que les entreprises soient contentes, pour avoir une communauté grandissante », là, tu es dans le faux complet. Donc, j'ai fait cette chose un jour. Je suis allée voir un partenaire. Quand, sous des conseils de mes proches, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon plus gros partenaire. Je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous m'accompagnez? Qu'est-ce que vous recherchez dans ce partenariat? Parce que pour être honnête, j'ai l'impression de faire les choses pour vous et plus pour moi. Et je me sens sous pression. Et elle m'a dit très naturellement, elle dit, mais Jade, en fait, on fait cet accompagnement pour ce que tu nous apportes en tant que personne, pour que tu viennes en entreprise, que tu nous expliques les hauts, les bas, comment on fait pour être athlète, pour que tu sois avec nous quand ça va pas et que tu partages ces victoires s'il y en a. La médaille d'or, si on voulait une médaille d'or, ils auraient pris les Teddy Riner, ils auraient pris des performeurs historiques. Non, les gens qui investissent sur des jeunes projets, c'est parce qu'ils veulent vivre les hauts et les bas et s'identifier à l'athlète qui est en début de carrière pour que justement leurs collaborateurs prennent des leçons. Et ça m'a... J'ai vidé mon sac ce jour-là. Je me suis dit, OK, je le fais pour moi. S'il y a des gens qui m'accompagnent, c'est qu'ils le font vraiment pour m'accompagner moi et pas mes médailles. Trop bien. Donc du coup, tu as commencé à répondre à une question que je me pose. Donc, tous tes accompagnants, que ce soit physiques, mentaux, staff, etc., ouais. tout ton staff, c'est pas forcément la Fédé qui le sponsorise, c'est toi qui vas chercher les sponsors pour pouvoir t'entourer correctement, c'est ça? On est sur un sport amateur. Okay. Tous les sports olympiques que tu as vus à la télé ou en vrai cet été, ce sont des sports amateurs. On n'est pas salarié de notre fédération et ça ne le sera jamais, enfin pas dans une carrière en tout cas. On vit des sponsorings et des mécénats. La fédération, ce qu'elle fait pour nous, en revanche, c'est de nous mettre à disposition des maîtres d'armes. Donc ce sont des coachs à l'escrime. Lorsque tu intègres l'INSEP, donc là, tu as automatiquement 2 maîtres d'armes, un numéro 1, un numéro 2. Tu as un préparateur physique et tu as toute une unité médicale de kinésithérapie, de médecins, d'imagerie, tout ce qu'il faut pour développer un champion. À côté de cela, c'est à toi de financer toute ton unité mentale. Donc moi, par exemple, j'ai un coach mental que je paye moi. Tu as toute la partie nutrition, alimentation, tes déplacements. Tout ça, c'est à toi de t'entourer de ton staff. Parfois, il y en a qui sont dans de très bons clubs. C'est mon cas. J'ai pris la décision d'entrer à Bourg-la-Reine pour m'aider à financer ces saisons-là. Mais tu as toujours en fait, des choses à payer en tant qu'athlète.
Et je dirais même que là, j'ai 24 ans, je suis en sortie d'études. Il ne s'agit plus juste de faire opération zéro. Là, je dois commencer à cotiser pour ma retraite. Je dois commencer à mettre de côté. J'ai un projet familial, de maison, tu vois. Et là, l'idée du métier parle beaucoup plus qu'avant. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus un sport passion. C'est mon métier. Donc, je dois faire des bénéfices. Donc du coup, comment tu t'entoures dans ta vie de tous les jours, dans ta vie civile, j'allais dire, pour justement faire les bons choix? Parce que tu as bien aimé cette image du capitaine, parce que tu dis, moi je suis capitaine de mon projet, finalement. Tu compares ça aussi parfois à une petite entreprise. Oui. Comment tu t'entoures dans ta vie personnelle pour faire les bons choix professionnels? Eh bien, première clé vraiment que je veux te partager, pour moi, la clé de la performance, c'est vraiment l'entourage. J'ai lu un bouquin de Martin Fourcade, un jour, qui disait, oui, il faut savoir marcher seul sur son chemin, tracer ta route, sans regarder les gens autour, que ce soit des critiques et tout ça. Je croyais cette phrase dure comme fer. Vraiment, je me suis dit, Jade, tu vas mettre des œillères, t'avances, qu'importe ce qu'on peut te dire sur ce que tu fais. Et en fait, plus je grandis, plus je comprends vraiment qu'ensemble, tu vas plus loin. Donc, que ce soit dans le staff technique, dans le staff mental, mais aussi dans ton entourage proche, je conseille toujours de trouver 7 personnes, 7 CE de TE, dans ton entourage que tu peux appeler à n'importe quel moment et qui saura juste t'écouter. Donc, moi, tu vois, après ma compétition, j'appelle mon copain et lui, il sait que je peux décharger, lâcher tout mon venin, tous les arguments qui ne sont pas forcément vrais à ce moment-là, mais j'ai besoin de quelqu'un à ce moment-là pour m'aider. Pourquoi ? Parce que c'est toujours moins de choses que tu rumines toute seule dans ton coin et donc ça te permet de tourner la page beaucoup plus rapidement. Donc l'entourage, c'est la clé et je m'entoure en fait de personnes qui fonctionnent comme moi. Et tu vois, le prépa mental, c'est le plus bel exemple. Un prépa mental, tu en as 150 milliards. Sur LinkedIn, je suis démarchée toutes les semaines. Tu as un prépa mental qui me dit « Salut, j'ai passé ma formation. » Comment tu l'as choisi du coup ? C'est ma professeure de sport au lycée qui voyait que, parce que moi je viens de très loin dans la gestion de mes émotions, tu vois, dans un match, si j'avais -3 au compteur, c'était la fontaine sous le masque et c'était fini, je pouvais plus me relever. Et un jour, en cours de sport, tu vois, je prenais les choses très à cœur, j'avais pas fait la performance que je souhaitais, et donc je commence à pleurer, à rester assise dans mon coin, elle me dit « Attends, je vais te présenter quelqu'un », c'était son mari qui était préparateur mental et pas du tout dans mon sport, j'avais besoin de ça. Tu vois, dans mon quotidien, j'ai besoin de sortir de l'escrime. Il est handballeur et je bosse avec lui depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 24, donc tu vois, ça commence à faire pas mal de temps. Et il bosse sur des méthodes que j'aime bien. On travaille avec le dessin, énormément. On travaille avec tout l'aspect visuel. En fait, je suis visuelle, donc il faut que je bosse avec quelqu'un de visuel. Voilà, c'est trouver les gens qui vous correspondent, en fait. Bien choisir son équipage, c'est important pour un capitaine. J'adore bien choisir son équipage. Et d'ailleurs, pour revenir juste sur l'aspect du capitaine, je t'avais effectivement dit que ça me parlait fortement parce que je pense qu'un athlète aujourd'hui est à la tête de sa propre entreprise. Ça, c'est évident parce qu'on doit pitcher un projet pour se vendre, parce qu'on doit gérer son staff, parce qu'on doit gérer un budget. Et pour toutes ces raisons, c'est pour ça que les athlètes sont matures plus tôt. C'est parce que dès lors qu'on a, allez, on va dire 17-18 ans, voilà, tu t'es lancé dans la vraie vie active de devoir te débrouiller tout seul et de devoir te démener pour arriver à un résultat, que ce soit médaillable ou un résultat chiffré dans tes saisons. Donc, on est clairement capitaine de sa vie. Ok. Dans tes conférences, justement, c'est intéressant, ça m'intéresse de creuser ce travail que tu fais avec le préparateur mental. Tu dis que tu es visuel. Comment ça se concrétise dans les approches que vous utilisez? Qu'est-ce que tu as appris aussi? Je te donne plusieurs questions d'emblée, mais qu'est-ce que tu as appris comment tu as rebondi après la grande déception? J'imagine que pas faire les JO, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais j'imagine que c'était dur, que c'était un sacré objectif. Peu de mois après, tu te blesses. Comment tu as évolué? Comment il t'a accompagné? C'est quoi les outils que tu utilises pour parfaire ta qualité de rebond après des déceptions de ce type? Alors, t'imagines bien qu'en 7 ans, 8 ans de travail, des outils, j'en ai plein et j'ai même plus assez de boîte à outils pour les porter. Mais par contre, tous ces outils sont super bien rangés. Je sais quand ouvrir la bonne porte au bon moment. Ce qui m'a appris déjà, c'est à me connaître. Ça, c'est le premier bloc quand tu commences à travailler avec un psychologue ou un coach mental. Et là, on parle du sport, mais c'est mon premier conseil que je donne à tous les collaborateurs. Pour moi, tout le monde devrait avoir un psy. Si j'étais présidente, c'est la mesure que je mettrais en place. C'est trop important, en fait, je trouve. Donc, premier bloc, tu apprends à te connaître. Ça peut mettre 1, 2, 3 ans, surtout quand tu es jeune. Par quel
Quel type d'exercice? Parler. Donc, tu vois, au début, il me dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» machin. Et au départ, t'es petit, tu vois, tu dis « Je suis en colère, je suis triste. » Tu vois, c'est pas très précis, c'est normal. Et il m'a appris à dire « Bah non, ça, c'est pas de la colère. Ça, c'est de la frustration. Non, ça, c'est pas de la tristesse, c'est de la déception. » Tu vois, mettre des mots et des nuances sur toutes les émotions que tu ressens. Pourquoi ? C'est pas juste pour lui parler. C'est parce que maintenant, avant même de ressentir l'émotion, je la vois arriver. Et ça, c'est parce que tu te connais. Tu vois, le stress... Je crois que la dernière fois où j'ai stressé, j'arrive peut-être même pas à m'en souvenir parce que j'arrive à repérer les premiers symptômes du stress. Tu vois, cette espèce de chaleur dans mes jambes le matin de la compète, je sais que c'est le début du stress. Donc, je prends l'outil respiration. Je prends l'outil visualisation. Et ça, tout de suite, ça me relâche et je stresse pas. Et j'en fais une force. Donc, tu vois, les outils, pour parler de quelques outils qui m'ont métamorphosée, je parlerai... de la visualisation. Et au-delà de la visualisation, c'est comprendre que mon cerveau, je peux le tromper super facilement. Tu peux montrer ce que tu veux à ton cerveau. Il y croit dur comme fer. Tu peux lui montrer que tu es champion du monde dans tes rêves. Lui, il croit qu'il l'a déjà fait. Et tu vois, la veille des compètes, c'est vraiment ce que je fais, d'imaginer que je suis championne, que j'ai gagné la compète, que j'ai remporté la compétition. Et j'imagine la manière dont je le fais. C'est-à-dire mettre toutes les touches que j'ai travaillées à l'entraînement, c'est-à-dire me sentir forte physiquement, c'est-à-dire me sentir échauffée tout le long de la journée. Et comme ça, le lendemain, les choses que tu as déjà faites, c'est vrai dans ton quotidien. Si tu as déjà fait un podcast, en enregistrer un deuxième, c'est facile pour toi ou c'est plus facile. Et donc, mon cerveau, il dit à mes muscles, « Ok, c'est bon, Jade, elle a déjà fait, je sais ce qu'il faut mettre en place. » Et donc déjà, tu entres dans un bon processus. Donc la case de la visualisation, chez moi, elle est très puissante. On parlera de respiration. Ça, il y a plein de choses sur Internet qui le diront mieux que moi, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Par contre, un outil aussi très performant, c'est ces fameuses briques qui, moi, me parlent beaucoup. Le jour 0 de notre rendez-vous avec mon coach, il m'a montré ce dessin qui me parle encore aujourd'hui. Il me dit, bon, bah, tu vois, Jade, pendant les mois ou les années pendant lesquelles on va travailler ensemble, je vais te faire construire le mur le plus haut et le plus solide possible pour que tu puisses faire face à toutes les déconvenues, toutes les contraintes de la vie et que tu te sentes solide sur ton parcours. Et donc, tu vois, petit à petit, j'ai mis une brique sommeil. Ça veut dire que j'ai validé, pour moi, la quantité de sommeil idéale pour me sentir en forme. Puis j'ai mis la brique visualisation, par exemple. Donc ça veut dire que je sais, grosso modo, les systèmes que je mets en place pour bien visualiser et me sentir moins stressée. Tu vois, et petit à petit, j'ai mis en place plein de briques. Et aujourd'hui, mon mur, il est beaucoup plus haut que quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé mon boulot de préparation mentale. Mais c'est comme ça que je vois ma vie. Et quand j'échoue, je me force à imaginer cette brique qui est un peu cassée ou qui est un peu tombée du mur. Et je me force à la remettre, tu vois, visuellement sur mon mur, parce que à un moment donné, si tu as validé une brique c'est solide, une brique c'est quelque chose qui tient ta maison, elle sera toujours là. Et il y a des fois où effectivement, notamment la brique de la confiance en soi, ça j'ai bien compris que c'est une brique où parfois elle est bien posée sur ton mur, parfois elle tombe, parce que la confiance en soi c'est oscillant. Voilà, tu as des fois où tu es le roi du monde, tu as gagné tes championnats du monde, tu pleures, comme on en a vu à la télé. Ils pleurent de fierté, comme tu dis, parce qu'ils voient tout le travail que ça a été pendant 4 ans. Ils pleurent pas parce qu'ils ont gagné leur match aujourd'hui. Hein. Et donc ça, cette brique-là de la confiance en soi, forcément, quand tu gagnes une compète, tu es le roi du monde. Par contre, quand tu échoues, l'estime de toi, la confiance en soi, elle n'est pas du tout là, elle n'est pas sur mon mur. Mais je sais que je vais la retrouver. Et le fait que je l'ai déjà trouvée à un moment donné et que j'ai déjà posé cette brique sur mon mur à un moment dans ma carrière, ça me rend sereine, en fait. Je sais que je suis dans un moment où j'ai pas confiance en moi. C'est pas grave, je vais aller piocher dans d'autres briques de la créativité, parce que la créativité, ça me permet d'avoir mieux confiance en moi. Tu vois. Ok. Voilà. Et pour revenir, je m'associe, sans être un sportif de haut niveau, mais je m'associe à ce que tu dis. J'ai appris, je crois, à aimer les downs, quoi, aimer les temps faibles, d'aimer aussi ces temps où ça va pas, où la brique elle est tombée, comme tu dis, parce que je trouve que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose à observer. C'est à ce moment-là que l'observation de la frustration peut agir comme un ressort et fait partie de l'histoire, quoi. Et finalement, l'histoire serait moins belle si elle était plate, quoi. Plate et régulière. Et c'est ce qu'on cherche dans le sport de haut niveau. On cherche les émotions. Pourquoi les gens allument leur télé
pour regarder du foot, c'est parce qu'ils aiment les chutes, ils aiment les gens qui s'énervent, ils aiment le public qui scande une équipe. En fait, c'est ces émotions-là. Et les émotions, ce n'est que des hauts et des bas. Il n'y a pas de larmes de joie s'il n'y a pas eu de larmes de tristesse avant, en fait. L'intensité de la joie, elle est là parce qu'il y a eu de la tristesse et des déceptions. Et évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer cette non-sélection au jeu ou cette blessure. Et je te rejoins quand tu dis que tu aimes les downs. J'ai appris à apprécier cette pente ascendante qu'il y a après une crise. Tu vois, la non-sélection des jeux, comme par magie ou comme par hasard, 2 mois après, je me blesse très gravement puisque je me suis rompu le ligament croisé antérieur et j'ai fissuré mes ménisques. Je suis peut-être l'athlète qui m'entraîne le plus physiquement, je pense, parce que pour combler ce manque de talent, selon moi, tu vois, physiquement, j'étais prête. Et donc, tout de suite, automatiquement, je me suis dit, c'est pas une blessure physique. C'est une blessure de mentale, c'est une blessure qui vient après une non-sélection au jeu. Il n'y a pas de hasard. Et tu vois, finalement, aujourd'hui, dans ce fauteuil, je me dis, mais en fait, c'est trop bien parce que ça m'a permis d'écrire une page blanche, de tirer des leçons. On en reparlera peut-être. Il y a plein de trucs que tu apprends d'une blessure ou d'une crise. Mais surtout, tu réapprends à tout faire. C'est-à-dire que très concrètement, quand tu te fais les croisés, tu réapprends à marcher. Et ça m'a vraiment rallumé un nouveau feu, une nouvelle flamme d'objectif. C'est génial d'avoir un objectif atteignable. Tu sais que tu vas remarcher parce que les croisés, c'est pas non plus la mer à boire. Mais je me dis, ok, c'est trop bien, je vais savoir reprofiter de toutes les petites victoires de la vie. Déjà, tu réalises que marcher, c'est pas donné à tout le monde. Tu réalises que la sortie d'une opération, bah, c'est un petit combat. Tu apprends à t'écouter beaucoup plus. Tu apprends à refaire corps avec ton corps. Ça, pareil, c'est reprendre les bases, en fait. Donc, dès que tu as une crise, c'est l'occasion de reprendre une page blanche, que ce soit une crise physique ou un licenciement, un projet qui n'est pas arrivé au bout. Ok, c'est hyper désagréable. Vraiment, ça fait mal. Et pour le coup, une blessure, ça fait mal aussi physiquement. Mais on réécrit tout, on reprend les bases. Et là, tu observes ta courbe ascendante, tu vois, la première séance de vélo quand tu te fais les croisés, la première compétition quand tu n'as pas été sélectionné au jeu, et tu reprends plaisir, en fait. Comment tu gères le premier moment qui est humain, c'est celui du... Enfin, tu vois, j'imagine que quand tu apprends ta blessure, par exemple, tu l'apprends par la douleur, bien sûr, mais les premiers instants, on n'est pas aussi sage que ça. Comment tu gères ce temps-là? Est-ce que tu t'autorises, tu vois, à être négative? Parce que, bon, là, on est derrière un micro, tu vois, on essaye de... Ouais. Mais il y a le côté humain qui... Voilà, je pense que ça fait partie du jeu aussi de vivre la colère, tu vois. Comment tu gères ça, ce moment-là? Pour moi, donc on pourra parler d'échec, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est un échec, une blessure. La première phase de l'échec, c'est un déni. Tu le vois dans les coureurs qui perdent, les athlètes. Tout de suite, parfois, il y en a qui cherchent des excuses. C'est une façon de l'exprimer, ça. Mais pour moi, il y a un déni, et c'est normal. Ou de placer la responsabilité sur quelqu'un d'autre, voilà, ouais. Tout à fait. Et s'il n'y a pas ça, quelque part, ça veut dire que tu n'avais peut-être pas autant d'ambition dans l'atteinte de cet objectif. Pour moi, il est normal, ce déni. Ensuite, passer la phase de déni, effectivement, il y a cette histoire d'injustice, de tristesse profonde, de douleur mentale ou psychologique. Ça, je l'ai vécu. Donc, pour te refaire la blessure, j'étais en match, je fais une retraite, donc je recule et mon pied se bloque, mais mon genou, lui, continue sa course vers l'arrière. Et c'est là où, en fait, ça casse. Je le sens dans mon genou, je ne l'entends pas, mais je le sens. Et je m'écroule par terre. Et là, pendant 20 secondes, je hurle de douleur, mais comme je n'ai jamais hurlé. Et j'ai vraiment cette sensation de toute la salle qui s'arrête. Tu vois, et je crie le prénom de mon amie qui était là et que je vois en bout de piste pour qu'elle vienne à mon secours. Là, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi moi, quoi? J'ai les muscles qui sont super prêts. J'ai fait une prépa physique cet été hyper intense. Pourquoi moi? Cette phrase-là, tu l'entends très souvent, que ce soit dans le monde pro ou sportif. Pourquoi moi? Et ensuite, la douleur physique s'arrête. À ce moment-là, vient tout un lot de questions où tu essayes de trouver une justification. La piste, est-ce qu'elle était mal mise? Non. Mes baskets, elles sont serrées? Oui. Tu vois, tu essaies de trouver une justification. En fait, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, c'est là où c'est le plus dur, finalement. Il n'y en a pas. Et donc là, mon premier réflexe, ça a été de me dire, OK, la blessure, elle est pas due à un problème physique.
Ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup de travail spirituel, que je suis je fais corps avec ma tête et que je connais mes sensations. Franchement, dans une heure après, je me suis tout de suite dit, ok, tu vas trouver la solution, mais elle n'est pas dans ton corps, elle est dans ta tête. Et ça m'a aidé à l'exprimer. Et une phase très importante de la gestion de l'échec, c'est effectivement la libération des émotions. Il faut absolument accepter de pleurer, d'appeler cette personne et de lui verser ton venin, pourquoi pas, si t'es colérique, de taper dans un coussin. Moi, ça a été de hurler, tu vois. Mais il faut laisser passer ces émotions parce que c'est pour ça qu'au bout d'une heure, j'ai switché rapidement, en fait. Trop bien. Pardon, je change de registre parce qu'il y a plein de sujets que j'avais envie d'évoquer avec toi. J'ai vu que pour cet entretien, tu m'appelles une semaine avant pour savoir comment ça va se passer, d'avoir des renseignements. J'ai vu que tu préparais aussi tes préparations, enfin le contenu que tu allais publier sur les réseaux. La préparation, c'est une part énorme de la réussite. Oui. Toi, c'est quelque chose que tu as appris aussi ou c'est quelque chose que tu avais déjà instinctivement, ce côté préparation? Moi, je crois que j'avais rien instinctivement. Je pense qu'on n'a rien instinctivement. Je pense que ça vient par l'éducation. Donc, ma maman est quelqu'un de très carré, très... arriver à l'heure, c'est 15 minutes avant. Tu vois, effectivement, ça, on me l'a inculqué plutôt innocemment. En revanche, ce que j'ai appris, c'est l'équilibre dans la préparation. Je ne pourrais pas te dire, et j'ai envie de déconstruire cette idée que l'athlète, il mange des légumes tous les jours, qu'il ne sort jamais, qu'il ne boit jamais d'alcool. J'ai pas envie de véhiculer cette image parce que c'est pas vrai. Et c'est vrai dans tous les sports. Je suis quelqu'un de très sérieux, mais j'ai bien compris que dans la préparation, il fallait que tu aies un équilibre et un déséquilibre. D'ailleurs, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait déséquilibre. Donc, ta préparation, oui, il faut être prêt. C'est-à-dire que tu parlais d'une semaine avant, je passe un coup de fil. Ben oui, parce que ça fait partie aussi de la gestion du stress. T'es stressé régulièrement parce que tu ne prépares pas assez bien tes missions, tes objectifs. À un moment donné, il faut que tu puisses donner à ton cerveau un brief super clair, que visuellement, tu arrives à lire les points essentiels. Par exemple, si on parle du podcast, j'avais besoin de connaître vaguement les sujets sans pour autant les préparer. J'avais besoin de connaître le lieu, le contexte. J'avais regardé l'itinéraire, tu vois, une semaine avant, juste pour me tranquilliser, en fait. C'est aussi cet objectif de tranquilliser. Mais dans la préparation d'un athlète, une compétition... Pour te parler de mes routines, je vais commencer à regarder les points logistiques une semaine avant. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Est-ce que je vais devoir apporter, tu vois, des compléments un peu alimentaires parce que là-bas, les repas ne me conviendront pas? Ça, je vais le préparer une semaine avant. Ma valise, je vais commencer à la préparer 3 jours avant. Parce que là, je vais rentrer 3 jours avant, j'entre dans ma bulle, vraiment, où chaque détail compte. Et là, il n'est plus question de faire des excès. Une semaine avant, mes repas, ils sont parfaits selon moi. Mon sommeil, il est parfait selon mes habitudes. Une semaine avant, vraiment, là, faut pas sortir du cadre. J'accepte. Si j'en sors, je l'accepte et je laisse tomber ma brique et je la remets. Par contre, en dehors de cette semaine-là, je vais m'accorder un verre d'alcool, oui, le week-end, parce que ça me fait plaisir. Je vais avoir ce fameux cheat meal plus régulièrement qu'on ne le pense. Mais par contre, le lendemain, la raison va me rattraper et je vais me dire, alors hier, tu as fait des excès là, je vais contrebalancer. Parce qu'en fait, tu as des conséquences directes dans ton corps. Un athlète, il se connaît parfaitement. Et je peux te dire que le McDo, tu le sens dans tes genoux, en fait. Tu sens les articulations qui sont plus fatiguées aujourd'hui. Tu sens tes paupières plus lourdes. Quand tu fais corps avec ton corps, tu apprends vraiment à l'écouter et à voir les conséquences de chacun de tes actes. Ok. Ouais, c'est le principe de l'homéostasie d'ailleurs. Hein. Ah ouais, exactement. De cultiver ces déséquilibres. L'autre question que je voulais te poser, c'est une question dilemme. C'est pas une question piège, okay. Mais j'ai envie d'avoir une réponse. Est-ce qu'il vaut mieux travailler pour gommer ses points faibles ou pour décupler ses points forts? Moi, je vais répondre. Je vais répondre pour développer ses points forts. Dans l'escrime, tu as, dans le sport, tu as 1000 techniques et on ne te demande pas d'être bon dans toutes les techniques. C'est impossible de savoir faire toutes les actions, d'être à 100% bon dans les attaques, les défenses et les contre-attaques. Chaque athlète a un profil. Je suis une contre-attaquante. J'aime tendre des pièges pour toucher mon adversaire. Je vais
absolument pousser ce côté-là. Je vais développer ce côté-là, puisque pour le coup, je suis peut-être un peu née comme ça dans ma vie de manière générale. Je vais saisir les opportunités. C'est ça mon jeu. J'ai de gros défauts dans l'attaque. Évidemment que je vais aller les travailler pour sauver un peu les meubles, tu vois, pour essayer au moins de ne pas me prendre trop de touches et de faire le strict nécessaire. Mais je vais perdre trop de temps à essayer de gommer tous mes défauts dans l'attaque ou dans la défense, alors que je pense que déjà ça me fait plaisir de travailler la contre-attaque. Travailler ses défauts, je pense que ça fait plaisir à personne. Donc, travailler un minimum tes zones d'ombre. Tu vois, typiquement, pour les réseaux sociaux, moi, la vidéo, c'est un truc qui ne me parle pas trop. Mais je vais regarder une vidéo, tu vois, pour sauver les meubles. Regarder en quelle définition je dois mettre mon téléphone et quelle est la marque de micro que je vais devoir acheter. Voilà, pour moi, ça y est, j'ai travaillé ma zone d'ombre. Maintenant, je ne vais pas acheter une formation de 20 heures pour être la pro de la vidéo. Ça ne me plaît pas, tu vois. Dans le sport, c'est pareil. Dans tes performances, c'est pareil. Va là où ça te fait plaisir, parce que très souvent, c'est ta zone de performance. Et cache un peu les zones d'ombre, mais vaut mieux développer ses capacités, ouais. Ok. En quoi, je fais un grand écart encore, tu l'as mentionné tout à l'heure, cette relation, enfin le fait d'avoir le drapeau sur ta combinaison. Je voulais savoir en quoi ça influence ta vision de citoyenne. Parce qu'on est dans une période où c'est compliqué, tu vois, la relation avec notre pays, etc. Je trouve qu'on n'est pas très patriote en France non plus, mais les sportifs respirent un petit peu cette fierté. Voilà. En quoi ça influence ta vision de citoyenne, le fait de porter les couleurs de la France? Alors moi, je suis très patriote. Mes coéquipières pourront te le dire. Tu vois, je suis celle qui dit « Non, mais les filles, là, on chante la Marseillaise haut et fort. Tout le monde révise les paroles. » Tu vois, je suis quelqu'un vraiment qui aime ces valeurs-là. Et le fait de voyager m'a fait me rendre compte à quel point on était quand même dans un très beau pays, que ce soit sur le plan, sur le plan culinaire, sur le plan de la culture, des valeurs, les gens. On est quand même dans un super pays et j'ai très souvent le mal du pays. Moi, je le dis à mes copines, au bout de 3 jours, j'ai envie de rentrer en France, quoi. J'ai envie de retourner dans cette vie-là. Pour moi, les couleurs du drapeau, elles ont une signification qui est bien autre que simplement le patriotisme. Pour moi, c'est signification d'équipe de France, c'est signification de très haut niveau. Et j'ai vraiment cette sensation de rassembler des gens derrière ce drapeau quand tu es athlète. Le nombre de soutiens que je reçois juste parce que tu es en équipe de France et que les gens ont envie de te voir briller. On est un sport qui est quand même peu médiatisé par rapport à d'autres sports collectifs, par exemple. Mais pour autant, tu as des fans qui te suivent parce que tu es française, des fans qui se retrouvent sur des sites de compétition. Moi, ça m'est arrivé à Budapest de voir un couple français qui était là en voyage et qui, parce que tu portes du bleu, blanc, rouge sur ta cuisse, viennent scander ton nom pour que tu gagnes ce jour-là. C'est trop beau. Ils me connaissent pas, ils connaissent pas mon sport, ils savent pas ce qui je suis. Par contre, ils sont derrière à m'encourager. Et c'est pour moi cet élan sportif qu'on a vu au jeu. Et c'est pour ça que, tu vois, au-delà de la non-sélection, j'aurais tellement aimé être dans la fosse avec mes coéquipières parce que c'était juste mais bluffant, hallucinant de voir tous ces gens qui n'y connaissent rien à l'escrime et qui hurlaient allez les Bleus, allez la France, allez Isa ou allez Eva pour le nom de mes coéquipières. C'était juste hallucinant. Et c'est ça qu'on a envie de vivre en tant qu'athlète. Et surtout quand tu fais un sport amateur, les Jeux, c'était une fois dans une vie, quoi. Et c'est quoi pour toi la France ? La France, pour moi, c'est... La France, pour moi, c'est... La France, pour moi, c'est une équipe. C'est vraiment ce sentiment que j'ai, notamment grâce à ma pratique sportive. Mais le nombre de fois où on sait se rassembler, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, moi, ces images de rassemblement, de manifestation, je trouve ça trop beau, en fait. Ok, c'est ça que tu as envie de défendre. Super. J'ai une petite rubrique, tu es une habituée des podiums, donc je te propose une petite rubrique top 3. Voilà, ça s'appelle la rubrique podium. Principe, c'est simple, je te pose une question et tu réponds le plus spontanément possible. Voilà, pas de prise de tête. D'accord. Tu n'es pas obligé de développer. Voilà, c'est un peu la séquence du tac au tac. Les 3 traits de caractère qui te définissent le mieux. Je suis persévérante, je suis passionnée et je suis travailleuse. Les 3 aspects sur lesquels tu ressens un besoin de te développer. J'ai besoin de travailler ma confiance en soi dans le sens de me faire confiance, sur les pistes, dans l'auto-coaching. J'ai besoin de travailler
le fait d'être monotâche ou focus. Je suis quelqu'un qui a des idées qui partent dans tous les sens. J'aime faire plein de choses, mais je vois que parfois c'est un déséquilibre. Peut-être que c'est aussi l'une des raisons de ma blessure. Et j'ai besoin de travailler le regard que je porte sur moi dans l'exigence. Ça m'empêche de sortir plein de vidéos, ça m'empêche de sortir des projets parce que je porte énormément d'importance au regard des autres et je devrais m'en détacher à 90%. Oh, c'est l'histoire d'une vie, mais... Ouais, il paraît. Tes 3 priorités pour 2025 ? Être le capitaine de mon propre bateau. Avoir 100% confiance en ce genou et en ses capacités. Et devenir une athlète... je sens que je suis sur le pont entre ma vie d'athlète jeune et ma vie d'athlète adulte, en ce sens que je faisais beaucoup de quantité avant et j'aimerais faire beaucoup de qualité après. Ok. Les 3 valeurs cardinales que t'ont transmis tes parents. Alors, saute dans un train quand il passe. Dédicace à mon papa. La valeur familiale fait tout. Je pense que la famille, c'est plus important que absolument tout. Et ne jamais rien lâcher. Spéciale dédicace aussi à mon père. Ça, c'est vrai dans ma recherche de partenaire. C'est un truc qui m'a toujours accompagnée. Tu fais 100 demandes et tu as 90 non pour 10 oui. Et dans ces 10 oui, tu as peut-être 2 vrais oui. Mais ne jamais rien lâcher, ça, c'est un truc, ça me parle. Tu vois, quand j'ai fait un burn-out, quand j'ai fait une saison un peu burn-out dans l'escrime, pour ma blessure, tout le temps, j'ai ce petit lutin dans ma tête qui me dit ne lâche pas, Jade, parce que dans le fait de rien lâcher, il y a plein de fleurs que tu vas récolter sur ton chemin. J'ai vu un monsieur Maréchal qui publie sur les réseaux en ce moment, c'est ton papa ? Exactement. Ah ouais, bah tu vois, tu peux faire des vidéos avec lui, c'est ça, il donne des conseils dans l'hôtellerie. Ouais, exactement, c'est ça. T'as vu, je suis. Hein. Ah ouais, alors là, incroyable, ça va lui faire plaisir. Les 3 meilleurs conseils que tu aies reçus dans ta vie. Regarde le ciel tous les jours. C'est ma prof de yoga que j'ai rencontrée il y a 2 ans, qui m'a ouvert sur la spiritualité. Et en fait, je vais te poser la question, est-ce que tu as regardé ton ciel une fois dans ta journée ? Écoute, je le fais quotidiennement, mais depuis très peu de temps. Parce que depuis que j'ai déménagé à la campagne, c'est mon petit truc bobo, tu vois. Et, okay. Et je l'ai réactivé en conscience depuis l'entretien avec Jean-Pierre Gou. Okay. C'était de se reconnecter aux étoiles. Donc, je le fais régulièrement maintenant. Je sais pas si je le fais consciemment tous les jours, je pense. Bah, c'est génial. Je suis souvent à la maison et ça change tout, vraiment. T'as vu ? Et c'est vrai que quand tu es en ville, on n'a pas ce réflexe parce qu'il y a les bâtiments, parce qu'il y a du bruit, etc. Mais regarder le ciel et notamment les étoiles, moi je trouve que c'est vraiment cette distance que ça nous donne. D'un seul coup, tu reconnectes au fait qu'on n'est rien dans l'univers en fait, et que ton petit problème, aussi important soit-il pour toi, et d'une insignifiance interstellaire pour le coup. Donc ouais, je le fais de plus en plus. Ouais. J'ai pas beaucoup de routine, mais ouais, ça en fait partie. Eh bien, tu fais partie du 0,1% de la population qui le fait. Mais ça, tu vois, ça m'a c'est récent, permis... hein, parce que... Et c'est vraiment bien parce que ça te permet... pour moi, c'est de la méditation qu'on fait à ce moment-là. Tu te connectes à tes 5 sens, mais tu regardes le ciel et tu vois, j'essaye aussi de ressentir ce qui se passe sur ma peau. Est-ce qu'il y a une odeur ? Qu'est-ce que je vois vraiment ? Donc ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné récemment. Deuxième conseil, de me faire confiance sur la piste. Mais ça veut dire... en fait, quelqu'un m'a dit un jour, non mais Jade, en fait, tu t'entraînes depuis 9 ans, tu connais l'escrime, tu sais te coacher. Parce que moi, j'ai besoin ça c'est mon problème, d'avoir quelqu'un derrière la piste qui me dit quoi faire. Tout ça, j'aime bien ça. Donc, voilà, c'est un conseil que j'aime beaucoup. Et puis, je vais quand même citer Caroline Mignot. Ça, c'est plus pour la casquette pro, qui m'a vraiment lancée sur ce personal branding et sur cette notion que les gens qui t'accompagnent ou lorsque tu as une entreprise, les gens n'achètent pas ton entreprise, n'achètent possiblement pas ton produit, mais ils t'achètent toi. Et moi, dans mon activité de conférencière et de formatrice, je le vois vraiment. C'est-à-dire que si tu communiques sur toi et que tu parles de ta valeur, les gens ont envie de travailler avec toi et ils achèteront ce que tu fais, ton livre, ton podcast, ta formation.
Très bien. Bah, je crois qu'elle était assise dans ce siège-là il n'y a pas très longtemps qu'elle a enregistré un épisode ici, Caroline. D'accord. Si tu nous écoutes, Caroline, bonjour à toi. Très bien. Écoute, j'ai deux questions signatures avant qu'on finisse, mais la première, c'est plutôt un partage. Des choses qui t'ont fait grandir, que tu aurais envie de partager. Moi, j'ai une base de données où j'accumule tout ça. J'appelle ça l'inspirothèque. Tu vois, c'est comme une bibliothèque d'inspiration. Et voilà, je demande toujours à mes invités de partager une chose, pas forcément en lien avec ton sport, tu vois, ou avec ta discipline, ou même avec le développement personnel. Ça peut être de la littérature, ça peut être un documentaire, un podcast. Voilà, quelque chose qui t'a fait grandir, que tu as envie de partager, parce que tu penses que c'est utile dans le développement du leadership personnel. Alors, je vais te parler de 3 choses, puisque j'ai 3 casquettes, on va dire. La casquette pro, je vais revenir sur elle, mais Caroline Mignot, c'est vraiment... elle a été game changer dans ma vie de professionnelle. J'ai commencé par écouter son podcast Marketing Square. J'appliquais ses petites techniques. Et puis, en fait, rapidement, j'ai commencé à consommer absolument tout ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, je suis dans sa communauté The Square, qu'elle a créée, une communauté virtuelle. Vraiment, j'invite tout le monde à la suivre. C'est génial. Deuxièmement, sur la casquette d'athlète, je suis une consommatrice d'autobiographie sportive. Donc j'en ai, pareil, j'ai mon inspirothèque sportive dans ma chambre. C'est vraiment pour moi une mine d'or. Et si j'étais pas athlète, j'en lirais quand même. Okay. Parce qu'ils t'apprennent leur état d'esprit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tu rentres un petit peu dans mes habitudes et dans mes routines. Et c'est complètement ce que j'applique dans mon quotidien. Mais je vais quand même parler d'une athlète en particulier qui m'a appris cette notion d'équilibre de vie, qui n'est autre qu'Isaora Tibus, donc une coéquipière qui a fait les Jeux, fleurettiste en ce moment, qui a les croisés comme moi. Et elle m'a appris à me définir par autre chose que par la simple casquette d'athlète. Ça a été la première à m'inspirer sur être le capitaine de son projet, être au centre de son projet. C'est quelqu'un qui sait comment s'entraîner, tu vois. Si aujourd'hui, elle ne se sent pas bien, elle va le communiquer, elle va dire « Aujourd'hui, ce n'est pas un jour où il faut que je m'entraîne, parce que si je m'entraîne, je vais me blesser. » C'est elle qui dit « Moi, j'ai une passion pour la photo. Jeudi prochain, je ne m'entraîne pas le matin, je vais aller voir une expo. » Tu vois, elle a vraiment cette écoute de son corps qui est incroyable. Donc, elle m'inspire beaucoup. Et puis, dernière chose, le yoga, ça a été une découverte pour moi, qui m'a ouvert sur pas mal d'aspects. Évidemment, l'aspect physique, la mobilité. Franchement, faites tous 5 minutes de mobilité. C'est même pas du yoga, de mobilité dans votre journée. C'est un cadeau que vous faites pour les 50, 60 prochaines années de votre vie, ou 30, ou 20, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est génial, la mobilité. Donc, ça m'a ouvert sur l'aspect physique, ça m'a ouvert sur l'aspect spirituel. Ça a été ma rencontre avec la méditation, avec la visualisation. Comment tu médites, tiens, parce que il y a différentes formes de méditation. On a souvent, pour les non-praticiens, moi je suis pas un grand, voilà, je médite pas beaucoup, mais je sais que j'ai trouvé une sorte de comment dire, de point neutre en fait, d'arriver. Okay. Tu sais, même des fois quand tu scotches. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? L'état tu scotches méditatif. Et tu penses à rien, et tu sais que tu penses à rien. Et ça, je trouve ça vachement reposant. Et pour moi, c'est de la méditation. Mais complètement. Ouais. En fait, alors pour moi, il n'y a pas une définition de la méditation. Et c'est ce qui m'a un peu rassurée aussi, parce que je voyais la méditation comme tout le monde, un peu avec le yoga. Voilà. C'est pas ça. Ça peut être ça. Moi, ma forme de méditation, c'est juste de la pleine conscience. Donc, ça peut être l'histoire du ciel. Mais ça peut être, sinon, de manière un peu plus posée et calme, un scan corporel. Donc, avant de me coucher, je le fais vraiment quasiment tous les soirs. Je passe en revue de l'orteil jusqu'à mon dernier cheveu au-dessus de mon crâne, tout mon corps. Déjà parce que j'ai l'impression, encore une fois, de me connecter avec mon corps, et ça, c'est important. Mais voilà, je m'allonge, je relâche tout mon corps. Donc, et puis, petit à petit, je commence par les pieds. J'essaie de relâcher tous mes orteils. Clairement, c'est très difficile, mais c'est juste une histoire de conscience. Et tu essayes de regarder, est-ce que, tiens, j'ai des petites douleurs dans ma cheville, puis tu remontes le mollet, est-ce qu'il est contracté ou pas? J'essaie de le rendre plus lourd dans le sol, et tu fais comme ça jusqu'à ta tête. Ça dure 5 minutes, et c'est un état de méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est simplement ne pas te laisser envahir par tes pensées. Donc, autrement dit, c'est juste être focus sur l'instant présent. Ok. Très bien, il faut que je progresse là-dessus. Je vais reprendre, je connaissais le scan corporel, mais je ne le pratique pas pour le coup, donc je vais me remettre à ça. J'en suis ravie. Est-ce qu'il y avait déjà, avant qu'on termine, peut-être, on peut citer, donc tu publies pas mal sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, j'ai vu.
Après, il y en a peut-être d'autres parce que je ne suis pas féru des réseaux sociaux non plus. Donc, c'est les deux principaux sur lesquels on peut te suivre? Ah oui, oui, c'est vraiment Insta où je partage ma vie d'athlète et tu vois, j'aimerais qu'on m'identifie en Jade, celle qui fait le parallèle entre le sport et de haut niveau et le monde de l'entreprise. C'est vraiment ce que je fais sur les réseaux et sur LinkedIn aussi, mais je partage cette activité de conférencière et cette aussi formation que j'ai créée pour avoir un mental de champion. Et parce que tu n'as pas une entreprise, tu en as deux, c'est ça? Il y a une qui est personnelle pour tes conférences. Tout à fait. Et une que tu as créée avec... Avec Eva Lacheret, ma coéquipière et amie, tout à fait. Ok, c'est quoi la différence entre les deux du coup? Les conférences, c'est simplement moi qui viens en entreprise faire des interventions sur des thématiques du sport. Et l'aspect formation qui est plus récente, où là on a créé une formation avisée des collaborateurs en entreprise, dans lequel 10 champions viennent transmettre 10 techniques, 10 valeurs, 10 soft skills auprès des collaborateurs pour qu'ils aient un mental de champion pour performer dans leur quotidien. Ok, on peut y accéder déjà? Oui, c'est la formation Perform par Edge Unlimited, mais vous retrouvez tout sur mon compte. Ok, on mettra le lien dans la description Avec plaisir, je te remercie. de l'épisode. Est-ce qu'il y a une actu ou un message que tu as envie de faire passer pendant que tu es là? S'il y a des sponsors, peut-être, on ne sait jamais. Moi, c'est simplement de venir me suivre sur les réseaux. En ce moment, effectivement, je parle beaucoup de ma rééducation parce que c'est ce qui m'anime actuellement. Évidemment, voilà, toujours à la recherche de sponsors, mais au-delà de ça, pour l'instant, c'est plus élargir ma communauté et donc juste abonnez-vous. Ok. Abonnez-vous qui disait. Jade, il est bientôt l'heure de nous quitter. Juste avant de te poser la dernière question, qui est ma question signature, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? Ce sera notre mot de la fin. Évidemment, je voulais remercier les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, bien sûr, mais le petit défi du mois, c'est d'en parler à 3 personnes que vous connaissez bien. Parler de cet épisode, des partages de Jade, de ses pépites. Et puis, faites-nous part de vos retours constructifs. C'est toujours intéressant. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le projet, bien sûr, www.lescapitaines.com et mon profil sur LinkedIn, Baptiste Marin. Moi, je fais un peu d'Instagram, mais alors déjà, j'ai du mal avec un canal. Donc, voilà, je suis un peu la vieille école là-dessus encore. Jade, un grand merci pour ce côté solaire que tu as, cette fraîcheur, ça fait vraiment du bien. Peut-être, tiens, Nancy, il y a une question que j'ai oubliée et qui me semble importante. Tu as 24 ans, c'est pas évident de se construire dans ce monde-là. Il y a plein de choses, à l'heure où on enregistre cet épisode, qui sont en train de se passer dans le monde, j'allais dire. Comment tu gardes la foi dans l'avenir? Comment tu gardes cette étincelle malgré cette ambiance et toutes ces perturbations? Ce qui me rassure, c'est d'être multicasquette. C'est de savoir que s'il y a un volet de mon identité qui ne fonctionne pas à un moment donné, c'est pas grave, j'ai d'autres activités à côté. Et la créativité, tu vois, je bénéficie aussi de mon âge pour me dire, tu n'as que 24 ans, tu peux essayer des milliers de choses. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus être que sur une mission. Même un salarié qui fait du 8h-19h, du 8h-17h, pour moi, il doit avoir une autre casquette le soir pour être en bonne santé, pour être serein et avoir confiance en lui. Et puis qui sait, ça crée des vocations après. Et je parlais aussi de tout ce qui se passe, les risques de guerre éventuels, l'effondrement économique, financier, tout ça. Voilà, comment tu vis ça, toi, du haut de tes 24 ans? Est-ce que c'est très lointain pour toi parce que tu es concentré sur ce que tu fais? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu arrives à relativiser? Je suis quand même proche de ça parce que j'estime qu'en tant qu'athlète et présente sur les réseaux, j'ai un message à faire passer, j'ai un comportement à avoir aussi pour solutionner notamment par exemple les problèmes climatiques. Donc ça, je suis dans une génération de toute façon qui est plutôt engagée par rapport aux précédentes. Mais c'est vrai que politiquement, je me sens en fait impuissante et à la fois je fais un peu confiance. Peut-être un peu aveuglément, mais je choisis de ne pas me miner avec ça, donc je suis des actus, notamment avec Hugo Décrypte par exemple, je suis ça, mais j'avoue que j'essaye de plutôt mettre mes lunettes vers le soleil et les plaisirs de la vie. Super, merci, puis c'est ta mission citoyenne aussi à travers ce que tu fais, à travers ton sport et puis à travers ces communications-là, ça a un impact. Tout à fait. Jade, un grand merci. Nul doute que nos chemins vont se recroiser. Je te laisse le mot de la fin sur ma question signature. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie?
Eh bien, écoute, pour moi, être capitaine de sa vie, c'est être responsable. Si je suis capitaine de ma vie, je suis sur mon bateau, j'ai un cap. Parfois, j'ai des coéquipiers. Donc, je suis capitaine de mon équipe de France, par exemple. Nous avons un cap qui est de gagner ce jour-là. Mais c'est être responsable de ses choix. Et un athlète, s'il ne décide pas s'il n'est pas à 100% convaincu de ses méthodes d'entraînement, s'il n'est pas convaincu du choix qu'il fait sur la piste, de la touche qu'il va porter en suivant, en fait, son bateau va prendre de mauvais caps et il va perdre du temps. C'est juste une question d'efficacité et d'efficience. Donc, être capitaine, c'est être responsable de ses choix et c'est savoir dire non. Et c'est savoir garder son cap en faisant un petit peu abstraction du regard des autres et surtout des critiques environnantes. Merci Jade Maréchal. Merci à toi. I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être.